Bonjour et bienvenue sur la chaîne de J'aime entreprendre. 23e Get Talk déjà aujourd'hui et nous accueillons Sébastien Guillon, cofondateur d'Andiamo. Bonjour Sébastien, merci de nous accueillir pour ce 23e Get Talk. Salut Emma. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Salut Emma. Je m'appelle Sébastien, je suis le président et un des cofondateurs d'Andiamo. On a créé Andiamo pour finalement rendre la mobilité plus inclusive parce que tout est parti en fait d'une histoire amicale avec Marco qui a eu un accident de ski et on s'est rendu compte qu'il avait une mobilité beaucoup plus compliquée suite à son accident et on a voulu entreprendre plutôt que de se résigner, d'attendre ou de critiquer le manque d'accessibilité. Donc on a entrepris pour créer Andiamo avec l'accent italien bien sûr. Donc imaginons que moi par exemple je suis une personne à mobilité réduite qui veut aller à Nice on va dire. Si je veux utiliser votre solution, comment je dois procéder? En fait, c'est assez simple. En fait, tout le monde utilise un GPS. Tout le monde utilise un GPS classique, les gros GPS qu'on connaît, Google Maps, Move It, pour se déplacer. Et aujourd'hui, aucun GPS en fait ne prend en compte ton niveau de mobilité. Il suppose que tu n'as aucune difficulté de déplacement, aucun besoin spécifique. Et le mode piéton, finalement, il est un peu biaisé parce qu'il te fait passer au milieu de la route sans prendre en compte l'aménagement du trottoir ou l'accessibilité des transports en commun. Et nous, en fait, c'est vraiment une adaptation d'un GPS classique, d'un Google Maps. On s'est vraiment inspiré des meilleurs, mais on essaie de l'adapter en fonction de l'usager qui a des besoins spécifiques. Donc la première étape, c'est l'usager nous renseigne son niveau de mobilité, s'il est en fauteuil roulant, s'il est en poussette avec un enfant en bas âge, si c'est une personne senior, qui est en déambulateur ou qui est juste à mobilité réduite, donc plus lente, et qui souhaite avoir un itinéraire à Nice plus adapté. Adapté, ça veut dire qu'on recommande les meilleurs trottoirs qui sont abaissés, qui sont larges, qui ont un type de revêtement qui sont plutôt confortables, jusqu'aux arrêts de transport et lignes de transport qui sont équipés avec des places réservées, avec des rampes inclinées pour monter et descendre des transports. Donc c'est valoriser tous les aménagements, toute l'accessibilité d'une ville, que ce soit les cheminements piétons, les transports en commun, jusqu'au lieu, pour que finalement tu as toutes les informations pré-mâchées pour que tu dises ah, ok, je vais aller à Nice et j'aurai aucun obstacle dans mon déplacement. Okay. Et c'est une plateforme 100% gratuite? Oui, parce qu'on s'est dit qui paye aujourd'hui Google Maps, Move It? Personne. Tous les services de mobilité sont gratuits. Et pourquoi faire payer finalement une innovation à ces personnes à mobilité réduite qui sont déjà très bloqués par ce manque d'information. Donc pourquoi rajouter un frein financier en plus à ça? Donc c'est complètement gratuit. Et on considère que nos partenaires, ce sont soit la métropole, soit l'opérateur de transport qui souhaitent travailler avec nous pour valoriser la mobilité inclusive pour tous sur leur territoire. D'accord. Et justement, le fait que ce soit gratuit, quel défi ça représente pour vous? Du coup, on fait le choix, on fait le pari que c'est un service gratuit parce que du coup la mobilité et la liberté de se déplacer, elle est non payante. Et ça ne fait pas sens pour nous d'avoir un impact social de faire payer les utilisateurs bénéficiaires. Donc tout l'intérêt finalement, c'est de trouver un modèle économique qui implique dès le début l'autorité qui organise la mobilité sur un territoire. C'est soit la métropole, soit l'opérateur de transport. Et de les impliquer pour travailler ensemble. Donc on vient cartographier l'accessibilité piétonne des territoires pour alimenter notre GPS, pour savoir quels sont les bons trottoirs, passages piétons adaptés. Et toute cette information-là, on la partage aussi à la métropole qui a besoin d'avoir ces informations-là pour réaménager, faire des travaux de certaines portions ou espaces urbains. Donc on les aide à mieux identifier les prochaines portions piétonnes à aménager dans les années futures. Combien êtes-vous à Andiamo? On a commencé à 3, un bon petit triptyque, on était très, très complémentaires avec Marco et Florian. Florian, je l'ai rencontré du coup à GEM, à l'école de commerce de Grenoble, et également à l'IMT Atlantique à Brest, en école d'ingénieur. Marco, je l'ai rencontré autour d'un barbecue des voisins, c'est lui qui m'avait invité. Entre deux saucisses, on a sympathisé, on s'est bien apprécié. Donc on a commencé à 3 et c'était un bon modèle de commencer avec des compétences bien complémentaires et on s'entendait bien. Et au fur et à mesure, là aujourd'hui on est 6, 7
Donc du coup, on a une petite équipe qui a grossi et on grandit de manière un peu organique en fonction des territoires qui travaillent avec nous. Et est-ce que vous envisagez d'être plus inclusif dans votre start-up par rapport à d'autres, par exemple? Nous, l'inclusion, oui, c'est vrai que tu as raison. Déjà, notre impact social, c'est améliorer la mobilité pour tous, ce qu'aujourd'hui est un peu oublié. Donc là, l'impact social et l'inclusivité, on l'a là. C'est rendre cette liberté de déplacement à tout le monde. Après, à l'intérieur de notre start-up, oui, on essaye moi, j'aimerais bien en tout cas que l'entrepreneuriat soit aussi une chance pour que des personnes en situation de handicap s'inspirent de notre aventure, qui se disent qu'il y a une autre voie de l'emploi qui est l'entrepreneuriat, donc créer sa propre entreprise pour créer son propre emploi et vivre. Et également, nous, si on grandit, donner aussi la chance à d'autres personnes en situation de handicap parce qu'on ne fait aucune différence et qu'une personne qui est aussi concernée dans sa vie de tous les jours, je considère qu'elle est d'autant plus motivée pour travailler avec nous dans cette mission qui est la nôtre. Donc ouais, on a une tendance à avoir ce double impact d'inclusivité sur nos utilisateurs, mais aussi en interne dans notre startup. Mais pour l'instant, on est 6 et quand on sera 30 l'année prochaine, là, du coup, on aura des choix à faire de recrutement. Et est-ce que cette aventure a changé ta vision par rapport au handicap? Complètement. Vraiment, pour être honnête, le handicap ou la mobilité réduite était complètement invisible pour moi avant. Parce que dans mon entourage, personne n'était touché. Et au final, c'est assez bizarre parce que quand une personne est enceinte, elle va avoir un enfant, que ce soit une jeune maman ou un jeune papa, quand tu te balades en poussette à Paris, tu te confrontes à ces problématiques d'accessibilité. Quel arrêt de métro est accessible avec un ascenseur? Est-ce que les trottoirs que je vais emprunter, ils ont tous une hauteur de 15 cm, du coup c'est galère de monter et descendre avec 2 enfants dans la poussette. Et c'est des moments de vie où finalement on est confronté par cette mobilité réduite et ça ne concerne pas que le handicap. Et du coup, avant la rencontre de Marco, le handicap, je ne le connaissais pas du tout, ni cette mobilité réduite. Et c'est en cherchant que je me suis rendu compte avec Marco que c'était OK, on allait résoudre une problématique de ces 4 familles de handicap, mais que tout le monde allait être concerné finalement avec le vieillissement, mais même avec du coup quand une famille s'agrandit, que c'est une problématique que tout le monde va avoir dans sa vie de tous les jours. Et ça, j'ai trouvé c'est sympa de découvrir ça et finalement d'être un peu plus ouvert face à cette thématique qui est le handicap, qui est un peu restreignante. Finalement, ça concerne vraiment, vraiment tout le monde. Ok. Et comment, selon toi, on peut sensibiliser davantage au handicap? Il y a plusieurs manières de sensibiliser. Déjà, nous, ce qu'on fait avec Marco, on met les gens clairement dans un fauteuil roulant ou en situation de malvoyance. Donc la meilleure manière, nous, on considère, c'est des mises en situation réelles. Donc tu vis la vie d'une personne pendant une demi-journée, voire une journée. Déjà, une demi-journée, c'est déjà énorme. Pour que tu t'imprègnes et que tu te mettes dans la peau et que tu te rends compte. Et ça, on le fait avec des élus, avec des dirigeants d'entreprise, pour qu'ils se rendent compte très concrètement. Ça ne sert à rien de faire des conférences de 3 heures, de leur expliquer parce qu'on ne peut pas se mettre à la place, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première partie, en fait, ressentir, se mettre dans la peau, ressentir les problématiques. Et si on s'arrête là, au début, on faisait que ça. Si on s'arrête là, on trouvait ça dommage parce que les gens étaient frustrés. Ils nous disaient, et donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Où on a ressenti, mais on n'a pas le côté analyse des choses. Donc finalement, pendant ces mises en situation réelles, on leur apprend à identifier ce que c'est un bon trottoir ou un arrêt de transport bien aménagé, pour qu'après, ils puissent du coup dire à leur RH ou à leur mère, finalement, de faire remonter les portions qui sont mal aménagées, ou au contraire, valoriser, dire bien vu, mon quartier est bien aménagé, et s'en rendre compte en tout cas de l'accessibilité de son quartier. D'accord. Et comment, nous, à notre petite échelle, on peut faire pour aider les personnes en situation de handicap? Au début, tout simplement, par exemple, dans un déplacement, très souvent, quand on voit une personne âgée ou une personne malvoyante, on a l'impression qu'elle galère un peu
à trouver, à se repérer dans la rue, on a tendance à se dire donc soit on la laisse, soit on va l'aider. Et très souvent, en fait, on s'est rendu compte avec Marco qu'elle ne souhaitait pas forcément avoir une aide ou qu'on pousse la personne en fauteuil roulant. Parce que qui va venir vous voir en disant est-ce que vous voulez que je vous aide à porter vos jambes, à vous déplacer? On s'est rendu compte que ces personnes-là recherchent une vraie autonomie, qu'elles se déplacent toutes seules, sans aide extérieure. Bien sûr, parfois elles ont envie de se balader ou de visiter une ville, Nice, avec ses proches, avec ses amis. Mais dans la vie de tous les jours, elle a envie d'être autonome et ne pas galérer, ne pas avoir demandé d'aide. Donc au final, une meilleure manière de les aider, c'est de leur rendre cette autonomie, de leur donner ces outils-là gratuits pour qu'elles soient toutes seules et qu'elles se déplacent toutes seules. Donc les meilleures manières de les aider, c'est qu'elles se débrouillent toutes seules. Et quels sont les projets pour Andiamo dans les années, les mois à venir? Là, on travaille très bien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les élus, sur différents territoires, Clermont-Ferrand, Grenoble et bientôt Lyon. Et l'idée, c'est du coup de développer notre impact sur d'autres territoires. On le fait avec la ville du Mans et bientôt Nantes, en collaborant avec la région Pays de la Loire. Et là, l'idéal, ce serait qu'on travaille avec Paris 2024 ou la ville de Paris dans l'optique des JO, parce que du coup, à Paris, en 2024, il y aura une belle vitrine de l'expérience sportive qui est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et tout l'intérêt, ce serait d'aider les spectateurs à trouver le bon cheminement pour aller vers les sites de compétition, les sites de célébration. Donc, ce serait d'accompagner Paris dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de manière très inclusive et accessible pour tous. Donc, rendre cette expérience-là accessible pour les spectateurs, mais aussi pour les athlètes étrangers qui vont venir sur Paris. Comment êtes-vous passé de l'idée à la réalisation concrète d'Andiamo? C'est une bonne question parce que moi j'étais encore en fin d'année d'études. Donc on avait vraiment le besoin très fort qui venait de Marco, qui était partagé par ses collègues de la clinique. Donc on partait de ce besoin, de cette problématique-là. Et le plus compliqué, c'est de dire comment on se met à l'action et de ne pas rester que à cette belle idée, qui est une belle idée, que peut-être que plein d'autres personnes l'ont eue. Mais comment du coup passer à l'action à notre petite échelle au début, parce que à notre échelle, c'était fraîchement diplômé, sans avoir le chômage qui est très classiquement le premier financement d'un entrepreneur. Et comment du coup très rapidement travailler avec des utilisateurs, mais aussi avec des personnes qui sont prêtes à payer ton service. Et au début, impossible de créer un Google Maps ultra développé pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est impossible. Ça, c'est vraiment la vision idéale. Mais au début, on ne peut pas proposer, même comme un premier prototype, un Google Maps à la française, adapté à ces personnes à mobilité réduite. Donc il faut trouver des moyens, et c'est ça qu'on a fait, des moyens un peu malins de proposer des premiers produits intermédiaires, facilement vendables à petite échelle, avec ce qu'on est capable de faire, et travailler en fait, à construire une relation de confiance avec le client. Mais dès le début, essayer de signer quand même des petits contrats pour se rassurer et prouver qu'il y a un début de modèle économique qu'on a un peu validé. Parce que à aucun moment on n'avait ni le temps, ni l'énergie, ni les ressources de se lancer en disant on va faire 3 ans d'R&D pour développer un Google Maps et voir après qui est prêt à payer, est-ce que ce sont les utilisateurs ou les métropoles. Donc je vais même remercier par exemple la première personne qui nous a fait confiance, c'était l'Office de tourisme de Grenoble et la métropole de Grenoble, avec qui on a travaillé pour créer des itinéraires touristiques accessibles aux familles en poussette et handicapés moteurs. Et au début, c'était des itinéraires papier. Au début, premier rendez-vous, je me rappelle très bien, on avait fait un schéma, on avait tracé sur un papier avec 2-3 couleurs pour leur montrer à quoi ça allait ressembler. Et des itinéraires papier imprimés. Et donc c'était loin de l'idée d'un GPS numérique avec 36 000 fonctionnalités, mais ça suffisait pour du coup valider une première étape et construire une relation de confiance avec un premier acteur. As-tu un mot pour les futurs entrepreneurs? Un conseil pour vous, entrepreneurs qui avez 60 ans ou 20 ans ou 18 ans, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer. Moi personnellement, j'ai fini mes études à Grenoble École de Management et à l'IMT. Le besoin était là, j'ai rencontré Marco, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique forte et qu'on s'est dit à quoi bon attendre.
que ça va rien d'attendre et que du coup, à notre petite échelle, on peut déjà passer à l'action et apporter quelque chose pour répondre à cette problématique. Donc ne pas commencer en disant on va être très ambitieux, il faut qu'on soit 30, il faut qu'on ait tant d'argent pour se lancer. Déjà à notre petite échelle, on peut se lancer, voir si on prend goût à ce qu'on fait, si on répond à une vraie problématique, s'il y a des gens qui nous font des retours en disant ah oui, ça nous aide vraiment. Et c'est comme ça que c'est petit à petit que on consolide cette envie et cette énergie de continuer. Donc c'est à aucun moment on se dit ah ok, je prends la décision de me lancer pour 5 ans de ma vie dans l'entrepreneuriat. Dites-vous, je me lance pendant 2-3 mois, ça peut être pendant l'été, et voyez si ça vous plaît, si vous entendez bien avec vos futurs associés. Si du coup il y a déjà des premières réponses et des premiers signaux qui vous poussent à aller plus loin. Donc allez étape par étape, prenez l'été et testez, et puis vous voyez bien ce que ça donne si vous voulez continuer sans trop se mettre de la pression. Parce que si on se met une pression dès le début, personne ne se lance. Et si en plus on se demande est-ce que j'ai le bon âge, laisse tomber, on ne fait plus rien. Donc tentez pendant l'été, pendant 3 mois, et puis vous verrez bien après.